Partie 5. La Lada Niva stoppa près d'une cuve d'essence touchée de plein fouet par un obus, dont les morceaux épars faisaient penser à des sculptures de caldaire mises en rebut. Le conducteur du taxi se retourna sur son siège, un sourire désolé accroché aux lèvres, et il fit appel à toutes ses connaissances en anglais, français et allemand pour leur dire que les voitures ne pouvaient pas aller plus loin sans risquer la désintégration. Jean-Yves Delors s'emboîta le pas à son équipier, le soulageant d'une partie de son matériel. Ils dépassèrent les limites de la zone industrielle et s'engagèrent sous le viaduc de l'échangeur nord de Kotorsk. D'immenses plaques de béton recouvertes d'asphalte pendaient le long des piliers, retenus par la ferraille de l'armature. Des panneaux émaillés indiquaient des destinations proches, interdites depuis des années. Plusieurs dizaines de familles s'étaient réfugiées au centre du dispositif, sous 4 couches superposées d'autoroutes. Philippe s'arrêta près d'un type qui désossait le moteur d'une Wartburg et lui montra une adresse inscrite sur la languette intérieure de son paquet de gitane. Le mécano prit une cigarette qu'il coinça derrière son oreille, avant de désigner un abri du doigt. Ils pénétrèrent dans une pièce de 4 mètres sur 5, aménagée entre les 2 piliers d'une bretelle. Une demi-douzaine de gamins et de gamines regardaient un dessin animé japonais sur une télévision dernier cri, alimentée par des batteries de voitures montées en série. Le plus âgé, qui devait avoir une quinzaine d'années, vint leur rencontre. Il leur tendit la main, puis, en hôte attentif, les fit passer dans un réduit attenant qui semblait principalement servir à ranger les matelas au cours de la journée. Il discuta un assez long moment avec le caméraman pour finir de mettre au point les termes du contrat, et les $250 d'acompte changèrent de poche. Delors s'impatientait. « Il nous reste à peine 3 heures avant que la nuit tombe. »« C'est bon, on a le temps. Yoshka, c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle, va d'abord nous emmener dans le secteur de l'hôpital. Il connaît une combine pour passer derrière les lignes. Nous, on aura juste à le filmer depuis le bunker. » Le gamin confia la garde de sa petite troupe à une brunette rigolarde et fit sortir les 2 reporters par une trappe ménagée dans une cloison qui lui permettait d'échapper à la surveillance de ses voisins. La cheminée du crématorium de l'hôpital de Kotorsk apparut entre 2 bosquets, alors qu'ils marchaient depuis un bon quart d'heure. Ils s'arrêtèrent à plusieurs reprises pour cadrer l'adolescent sur la tourelle rouillée d'un blindé de fabrication chinoise ou près d'un canon hors d'usage. Parvenu à proximité des bâtiments, Yoshka leur assigna une place derrière une meurtrière et leur montra le chemin qu'il allait emprunter. Philippe vérifia le bon fonctionnement de la caméra, puis il pointa l'objectif sur le gamin, qui bondissait de trou d'obus en trou d'obus, qui profitait du moindre creux pour se mettre à l'abri, qui rampait lorsqu'il se savait à découvert. Il leur adressa un signe lorsqu'il eut atteint son objectif. Une casemate chavirée entourée de barbelés. Des tirs éclatèrent sur une colline proche. Ils le virent réapparaître 2 minutes plus tard, sa besace gonflée comme une outre. L'adolescent emprunta le même chemin pour revenir vers eux, et il étala devant la caméra le produit de son incursion dans le no man's land séparant les avant-postes des 2 factions qui se disputaient le secteur. Philippe zooma sur un assortiment de boîtes de conserve cabossées, haricots verts, raviolis, bœuf en daube, sardines à la tomate, thon en miettes. Yoshka leur expliqua qu'avant l'offensive de la milice de Dragan, la casemate abritait l'économa de l'hôpital et qu'il restait plusieurs centaines de kilos de vivres dans les décombres. Ils filèrent ensuite vers les collines de Doustrest. Des plaques de neige durcies par le vent subsistaient sur les pentes exposées au nord. Ils contournèrent la cabine des remontées mécaniques et l'immense roue métallique qui l'avait écrasé lors de sa chute. Yoshka shoota dans le casque troué d'un milicien. Il pointa le doigt en direction d'une série de petits enclos, de minuscules maisons de bois regroupées au creux d'un vallon. Delors prit le caméraman par la manche. « Il ne faut pas qu'il aille là-bas. Il y a une batterie et des mortiers juste en face. On les a filmés il y a 2 mois. Ce sont des véritables dingues. » Philippe remplaça posément la cassette parvenue au bout de course, assura la caméra sur son épaule et cadra la silhouette de Yoshka qui zigzaguait devant eux. « Ne t'inquiète pas. Il sait ce qu'il fait. » Une roquette fit voler un pan de mur en éclats de l'autre côté de la vallée, tandis que le jeune garçon progressait sur le chemin du retour. Il se plaqua au sol avant de reprendre sa course. Il vida une nouvelle fois sa besace devant l'objectif et gratta la terre des jardins ouvriers des faubourgs de Kotorsk pour faire admirer aux 2 journalistes la qualité des légumes d'hiver qui y poussaient. Ils redescendirent vers le centre de la ville
et se tinrent à distance de Yoshka, simulant une caméra cachée, quand celui-ci s'installa sur le rebord de la fontaine des Trois Indépendances pour vendre les boîtes de conserve, les carottes, les choux arrachés aux zones interdites. Le taxi les attendait à 1 kilomètre de là, près de l'ancien musée ottoman. Philippe s'arrêta devant les vestiges des premières fortifications de Kotorsk érigées par les légionnaires romains. À sa demande, Yoshka escalada de bonne grâce les pierres érodées. Son corps se découpait à contre-jour dans le ciel quand le coup de feu claqua. Il jeta ses bras dans l'air, tournoya comme un oiseau blessé, et s'abattit aux pieds de Jean-Yves Delors. Des extraits du Gavroche de Kotorsk furent diffusés dès le lendemain aux journaux de 13 et 20 heures, et de nombreuses bandes-annonces constellèrent l'antenne afin de drainer les spectateurs de chaque tranche horaire vers le numéro spécial de Reporters du Monde que Pollex avait programmé pour le prime time du mercredi. Jean-Yves Delors avait réussi à se faire embarquer par un détachement de casques bleus qui partait en permission à Rome, puis un avion privé affrété par la chaîne l'avait déposé au Bourget. Il prit quelques heures de repos dans un palace du front de Seine. Plus de 15 millions de spectateurs écarquillèrent les yeux quand le générique de l'émission s'incrusta sur les écrans. Au même moment, Philippe, son caméraman, traversait le pont aux lames disjointes jeté au-dessus des eaux boueuses de la Milva. Il tendit les $250 au sniper, qui l'attendait derrière une école maternelle détruite.